Depuis la mi-mars, la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale ne fait que se détériorer. Ce dimanche 30 mars, des affrontements ont éclaté entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo à Walikale Centre. Ces derniers ont lancé une attaque contre une position des rebelles sur la colline, abritant les bureaux administratifs du territoire de Walikale, exacerbant la peur parmi les déplacés cantonnés à l'hôpital général des références de Walikale. Plusieurs sources affirment que les Wazalendo sont parvenus à détruire cette position jusqu'à atteindre les camps militaires de Nyalusukula, près de l'hôpital général des références avant de se retirer. À 6 km de Walikale Centre, sur l'axe sud, les éléments de l'AFC M23 en patrouille sur la route Walikale-Nyassi se sont affrontés avec des Wazalendo à Kampala. Des détonations se sont poursuivies toute la nuit. Le 19 mars dernier, la cité minière de Walikale Centre est passée sous le contrôle de l'AFC M23 après des violents combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Ces affrontements ont entraîné des déplacements massifs des populations cherchant refuge vers des localités voisines telles que Lubutu et Kisangani. La cité reste actuellement sous le contrôle de l'AFC M23 et le bilan des récents affrontements demeure inconnu. En itinérance à Mutwanga, dans le secteur du Rwenzori, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somoka Koulé Évariste, a échangé avec le comité local de sécurité. Question pour l'autorité provinciale de répondre aux besoins pressants de ses gouvernés, ce avant de découvrir avec surprise agréable la chaîne des valeurs COPAC en collaboration avec Virunga SARL dont le chargé de communication s'exprime. Nous travaillons avec les communautés, nous avons plus de 1700 paysans dans cette zone ici avec qui nous travaillons. Nous sommes en train de les accompagner avec un appui technique. Nous avons mis plus de 20 agronomes qui sont en train d'accompagner les planteurs sur des formations, sur des bonnes pratiques agricoles, sur comment améliorer les rendements de leur production, sur comment gérer les revenus qu'ils peuvent gagner de ce commerce qu'ils sont en train de faire avec nous. Pour tout, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, en termes de prix, nous offrons à la population les meilleurs prix. Nous avons même mis des programmes avec de primes sur chaque niveau. Le chef de l'exécutif a par la suite visité l'usine Sicovir avec sa production d'au moins 4 tonnes de savon par jour et une main-d'œuvre gigantesque, chose qui inspire le gouverneur. J'ai constaté qu'il y a dans ce coin du pays des hommes animés de bonne foi, d'amour, qui ont accepté d'amener leurs compétences, leurs moyens aussi pour accompagner les Congolais afin de valoriser les produits locaux. J'ai vu qu'aujourd'hui, on est capable de consommer du chocolat ou du café, de l'huile, de beaucoup d'autres produits qui non seulement ont été plantés au Congo, mais aujourd'hui sont complètement transformés, produits au Congo jusqu'à la consommation. En cette période de crise sécuritaire au Nord Kivu, ces partenaires du gouvernement congolais ne jurent que par relever le défi aux côtés des citoyens de la RDC. Des combats violents ont éclaté ce mardi matin 1er avril dans le groupement de Karongo-Nyangezi, territoire de Walungu, situé à environ 20 km au nord de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les affrontements se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola, dans le territoire de Kabare, au groupement de Moudoussa, localité de Nyatende, aux portes de la ville. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 AFC aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leurs alliés, y compris les combattants Wazalendo. Des sources locales rapportent que les M23 AFC et leurs alliés effectuent des mouvements intenses vers les lignes de front. Ces combats reprennent des semaines après que les Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions du M23 dans les mêmes zones de Nyangezi et Nyantende.
Le 11 mars, des affrontements intenses avaient déjà été signalés dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu, entre les FARDC, leurs alliés burundais et les combattants Wazalendo contre les rebelles de l'AFC M23. Les deux camps se disputaient alors le contrôle de cette zone stratégique. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante, avec une recrudescence des violences impliquant divers groupes armés. Les autorités congolaises et la communauté internationale continuent de chercher des solutions pour restaurer la paix et protéger les populations civiles affectées par ces conflits. Des affrontements violents ont encore éclaté aux alentours de Walikale centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants de l'AFC M23 et les Wazalendo, soutenant les forces armées congolaises FARDC, se sont livrés à des échanges de tirs d'armes lourdes et légères. Des sources locales rapportent de dégâts matériels importants, mais aucun bilan humain n'est disponible pour le moment. Ces violences surviennent alors que de pourparlers de médiation discrets se poursuivent à Doha, au Qatar, entre les délégations de Kinshasa et du M23. Le Qatar, qui abrite ces pourparlers depuis une semaine, maintient un strict contrôle sur la communication, limitant ainsi la diffusion d'informations. Cette stratégie de silence, selon des sources diplomatiques, a déjà permis de réunir le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame lors de précédentes initiatives infructueuses. Pour l'instant, les discussions se concentrent sur des préalables. Les deux camps ayant été consultés séparément avant une première rencontre directe. Le délégation composée principalement de techniciens, experts militaires et des spécialistes du renseignement peine à progresser. Les mouvements politico-militaires AFC M23 se montrent prudents, craignant une répétition du scénario du juin 2024 où Jean Bosco Baala, alors coordonnateur du programme de désarmement, avait été limogé et arrêté après des rencontres avec des délégués du M23 en Ouganda. Le M23 exige donc des garanties avant d'aller plus loin dans les négociations. Les travaux ont été ralentis ces derniers jours en raison de la fin du Ramadan. Ces premiers rounds devraient s'achever cette semaine, laissant place à un second round dédié aux questions du fond. Malgré les efforts de médiation, les violences persistent dans l'est de la RDC, témoignant de la complexité du conflit et de la méfiance régnant entre les parties. La situation reste préoccupante et la communauté internationale est appelée à jouer un rôle actif pour trouver une solution durable à la crise. Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission au public et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le Swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. Des combats intenses ont éclaté ce mardi 1er avril 2025 dans les territoires de Massissi, contrôlés par l'AFC M23. L'attaque, lancée par deux milices Wazalendo de la PCLS, a débuté en début de matinée, provoquant des affrontements violents dans la zone. Selon des sources locales, les combattants de la PCLS ont attaqué depuis l'axe Nyabiondo-Bukombo, tentant de prendre le contrôle des positions stratégiques de l'AFC M23. La rébellion a toutefois réussi à repousser l'offensive. La PCLS se retira vers Nyabiondo après une défaillance logistique.
Malgré la fin des combats, un calme précaire règne sur la ville. Les habitants, terrés toute la journée dans leur foyer, vivent dans la peur. Les bilans des affrontements restent encore inconnus. Ces derniers mois, l'APCLS a mené plusieurs attaques contre Massissi Centre depuis sa prise par l'AFC M23. Ces actions ont souvent eu des conséquences dramatiques, notamment des tirs ayant touché l'hôpital général de référence de Massissi Centre et la base de Médecins Sans Frontières MSF causa la mort d'un de leurs agents. C'est jeudi 3 avril, des tenses combats ont éclaté aux alentours de la paroisse catholique de Massissi Centre, opposant le combattant Wazalendo aux rebelles du M23. Des sources locales rapportent que les affrontements ont débuté tôt ce matin, impliquant notamment le jeune Wazalendo dans la zone. Ces combats surviennent alors que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se préparent à de pourparlers directs le 9 avril. Cette rencontre, confirmée par des sources des deux camps, pourrait relancer les efforts du Qatar pour mettre fin au pire combat que le Congo ait connu depuis des décennies. La réunion de Doha marquerait la première négociation directe entre les deux parties depuis la prise de contrôle de deux plus grandes villes de l'est du Congo par les M23. Cette offensive rapide a provoqué de milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Un responsable congolais a confirmé la tenue de ces pourparlers le 9 avril, soulignant que les M23 devraient également présenter ses exigences à Kinshasa. Les deux parties se sont entendues pour ne pas divulguer publiquement le contenu de ces négociations. Le 18 mars, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha. Le Qatar a par la suite accueilli un deuxième cycle de négociations entre les deux pays et a rencontré séparément le représentant du M23. Le Rwanda nie soutenir le M23 et affirme que son armée agit en légitime défense contre l'armée congolaise et les milices hostiles à Kigali. Les conflits qui sévit à la frontière orientale du Congo avec le Rwanda et l'Ouganda trouvent ses racines dans le retombé du génocide rwandais de 1994 et dans la compétition régionale pour les richesses minières. Le lieutenant général Ichaligonza Nduru Jacques, chef d'état-major général des FARDC chargé des opérations et renseignements, est arrivé ce mercredi à Beni au Nord Kivu. Cette visite intervient alors que la ville est devenue le chef-lieu provisoire de la province suite à la prise de Goma par les rebelles du M23. Le général Nduru, qui est arrivé à Beni après une inspection à Ituri, a déclaré: je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. L'armée congolaise et ses alliés sont engagés sur deux fronts. Au nord, ils combattent les rebelles des ADF, tandis qu'au sud, ils tentent de stopper l'avancée du M23 vers Lubero. Le général Nduru arrive dans un contexte d'accalmie apparente sur les axes opérationnels depuis une semaine. La population de Beni, qui vit sous la menace constante de la violence, attend avec impatience des résultats concrets de cette mission d'inspection. Le général Nduru aura la lourde tâche de réorganiser les troupes et mettre en place une stratégie efficace pour contrer les rebelles et restaurer la paix dans la région. Walikale Centre est de nouveau sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants Wazalendo. Les affrontements qui ont débuté dimanche dernier ont opposé les Wazalendo au M23, qui avaient pourtant commencé à se retirer de la zone le 20 mars. Les combats ont été particulièrement violents sur les axes reliant Walikale au village de Ngora et Mutakato en direction de Goma,
provoquant la panique parmi les habitants, rapportent plusieurs sources locales. Ce jeudi, un calme relatif a été observé sur la commune rurale de Walikale, marquant une étape importante dans la stabilisation de la région. L'armée congolaise et ses alliés locaux mènent actuellement une opération de ratissage dans les centres de la zone pour sécuriser la cité. Dans un communiqué, le M23 a déclaré avoir mis en œuvre sa décision de repositionner ses forces à Walikale et ses environs, conformément à un précédent communiqué. Cependant, le groupe rebelle a menacé de reprendre les hostilités si les forces du gouvernement congolais continuent leurs provocations ou leurs attaques contre les civils dans les zones libérées ainsi que contre ses positions. Ce geste de bonne volonté sera automatiquement annulé et nous allons éliminer la menace à sa source, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique du M23. La situation à Walikale reste fragile, les tensions restent vives et la menace d'une reprise des combats est bien réelle. Les populations locales traumatisées par les affrontements attendent avec impatience. Face à la crise humanitaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, la France a annoncé une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents de la population. Cette aide provenant du Centre de crise de soutien, CDCS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vise à renforcer l'accès aux services essentiels en matière de santé, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. L'annonce a été faite par l'ambassade de France en RDC, qui précise que cette aide permettra d'assister près de 5 000 personnes affectées par les conflits et les déplacements forcés. Le CDCS, en collaboration avec l'Union européenne, organise également l'acheminement de 6,5 tonnes d'aide humanitaire en avril, comprenant des médicaments, des aliments thérapeutiques, des matériels de purification d'eau et des bâches. Parallèlement, des ONG comme Action contre la faim et Solidarité internationale poursuivent leurs efforts pour améliorer l'accès aux services de base dans la région. Action contre la faim, avec un financement de 750 000 euros, intervient à Bambo et Mweso dans le Nord Kivu, tandis que Solidarité internationale, avec 1 million d'euros, se concentre sur l'accès à l'eau potable aux infrastructures d'hygiène dans le territoire de Nyiragongo, Masisi et Rutshuru. La situation humanitaire en RDC s'aggrave, avec 28 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon la dernière évaluation des classifications intégrées des phases. Le Programme alimentaire mondial s'inquiète des difficultés d'accès aux zones touchées, notamment en raison de la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu, des pillages d'entrepôts et des restrictions à l'importation de denrées alimentaires. L'aide française, bien qu'importante, ne représente qu'une partie des besoins immenses de la population congolaise. La crise du M23 soutenue par le Rwanda continue de déstabiliser la région et d'exacerber la situation humanitaire. La communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts pour apporter une aide humanitaire et une solution politique durable au conflit. Les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent à nouveau au-dessus du bureau du territoire de Walikale, symbole d'un retour à la normale après des semaines d'occupation par le M23 AFC. L'autorité territoriale a hissé les drapeaux jeudi 3 avril, marquant le retour de l'administration locale suite au retrait des rebelles mercredi 2 avril. Ce retrait fait suite à des combats acharnés contre l'armée congolaise, appuyée par les combattants locaux Wazalendo. Vendredi 4 avril, les activités socio-économiques ont repris timidement à Walikale Centre, chef-lieu du territoire. Les rebelles se sont repliés sur l'axe Masisi, d'où ils étaient venus. La population, visiblement soulagée, exprime sa satisfaction. On peut enfin respirer et vivre normalement, confie un acteur de la société civile. Les retours des FARDC et des Wazalendo qui contrôlent à nouveau la cité depuis jeudi est confirmé par les habitants. Les transports et les petits marchés reprennent, tandis que quelques habitants qui avaient fui commencent à revenir. Malgré ces retours à la normale, les défis persistent. Les activités scolaires restent suspendues depuis des semaines et les activités minières sur les sites des Bissier sont toujours arrêtées.
La population appelle le gouvernement congolais à renforcer la présence militaire et à rehausser le moral des troupes pour consolider la situation. Les retours de l'administration et la reprise des activités à Walikale sont un soulagement pour la population, mais la situation reste fragile. La menace du M23 AFC reste bien réelle et la sécurité dans la région reste précaire. L'administration militaire de l'Ituri est déterminée à relever le défi sécuritaire et de développement auquel fait face cette province. C'est l'une des missions principales du gouverneur de province à Kinshasa où il s'est envolé ce vendredi, a dit le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Jules Ngongo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant général Moya Kashamakini, il est parti à Kinshasa pour une mission des services afin d'avoir une nouvelle orientation qui vont nous permettre à bien mener les opérations ici en province de l'Ituri. C'est avec certains défis que nous devons relever sur le plan sécuritaire et sur le plan développement de la province de l'Ituri. De l'occasion, le communicateur du numéro 1 de la province de l'Ituri appelle la population de l'Ituri de continuer à faire confiance aux forces armées pour éradiquer les groupes armés qui équiment cette province. Dans 2 semaines, le gouverneur militaire sera ici. À l'occasion, il m'a laissé un message aux Ituriens de continuer à faire confiance aux forces armées, continuer à se pardonner et surtout à cultiver l'éducation sur la paix basée sur la tolérance, sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. C'est ça qui fera de l'Ituri une province émergente, une province où ça fera bon vivre. Signalons que lors de son séjour dans la capitale de la RDC, le gouverneur de province prévoit prendre contact avec différentes autorités nationales pour des solutions urgentes afin de consolider les acquis de la paix et l'élan du développement enregistré à cette période de l'état de siège décrété par le président de la République, commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une démarche visant à consolider la paix et à impulser le développement de la province du Nord Kivu, une réunion de représentants de différentes confessions religieuses et le vice-gouverneur en charge des questions administratives et politiques Willy Mandi, accompagné de son homologue de finances et de l'économie Chadra Kamani, a eu lieu au gouvernorat de province ce vendredi 4 avril 2025. La rencontre qui s'est déroulée dans un climat d'échange ouvert était axée sur 4 points. En premier lieu, l'autorité provinciale a demandé aux leaders religieux de sensibiliser leurs fidèles à contribuer activement aux efforts de pacification de la province. Ensuite, les représentants religieux ont été exhortés à bannir catégoriquement les discours de haine et de la discrimination raciale au sein de leur communauté. Un troisième point a concerné l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Les leaders religieux ont été encouragés à prêcher l'amour du travail et à inciter leurs fidèles à s'engager activement dans les initiatives productives pour transformer leur quotidien. Enfin, le respect de la liberté de culte et du voisinage a été abordé avec une demande spécifique d'éviter les tapages nocturnes. L'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu et des communautés unies du Réveil, a salué l'initiative du gouverneur de province. Dieu lui-même que nous servons a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé un seul jour. Nous devons beaucoup travailler, mais aussi cultiver l'amour du prochain et prêcher la paix et l'unité. J'ai des tapages nocturnes, nous avions dit qu'il faut éviter les tapages nocturnes, il faut respecter la liberté des autres, il faut respecter la quiétude des autres, il ne faut pas que nos quittes deviennent une pierre d'achoppement pour les autres sympas bibliques. Un appel spécifique a été lancé aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux policiers et aux groupes d'autodéfense Wazalendo qui resteraient dissimulés, les invitant à intégrer les rangs de l'AFC M23. Nous lançons un message à toute personne qui cache des personnes suspectes, que ce soit dans des lieux de culte ou dans des maisons, à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un ennemi dans une maison, sinon
cet ennemi va mettre en danger ou en péril l'ensemble des habitants de la maison. La question cruciale de la réouverture des banques a également été évoquée lors de ces échanges, témoignant des préoccupations majeures de la population locale. Des semaines après la prise de Walikale Centre, les groupes armés AFC M23 s'est retiré de cette cité du Nord Kivu, évoquant un geste en faveur des efforts de paix en cours. Mais alors que les processus régionaux semblent marquer le pas, une médiation discrète se poursuit à Doha, au Qatar. Le pays a réussi à réunir le délégué du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23, nourrissant l'espoir d'un cessez-le-feu. Cependant, les processus restent fragiles. Les délégations, après une première phase de discussion, ont regagné leurs quartiers généraux respectifs. Une semaine devait les voir de retour à Doha, mais aucune invitation formelle n'a encore été adressée et les détails logiques restent flous. L'AFC M23 a transmis ses préalables, mais la première phase n'a pas débouché sur des résultats concrets. Des questions persistent quant au mandat de la délégation de Kinshasa, notamment sa capacité décisionnelle étant composée majoritairement des cadres, des renseignements et de militaires. Par ailleurs, des responsables rwandais ont été conviés à Doha, non pas pour une discussion tripartite, mais pour une suite à la rencontre du 18 mars entre les chefs d'État congolais, rwandais et qatariens. Doha exige une grande discrétion, d'autant plus que cette médiation est accueillie avec réserve sur les continents. Le Kenya, l'Angola et d'autres pays engagés dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs restent silencieux sur l'initiative qatari, privilégiant les principes des solutions africaines aux problèmes africains. L'avenir de cette médiation reste incertain. L'espoir d'une paix durable en RDC repose sur la capacité des partis à trouver un terrain d'attente et sur la volonté de la communauté internationale de soutenir un processus inclusif et efficace.